Bonjour à tous. Alors, je suis très heureux d'être de retour au Festival de Florence pour vous parler effectivement une fois encore d'astronomie gravitationnelle. Et ce que vous allez voir, c'est qu'en l'espace de 2 ans seulement, on a déjà fait beaucoup de progrès. Et en particulier, on a fait une découverte il y a 1 an jour pour jour, c'était le 17 août dernier, une découverte absolument extraordinaire qui a marqué l'avènement de ce qu'on a attendu pendant très longtemps, à savoir l'astronomie multimessager. Alors, qu'est-ce que ça veut dire astronomie multimessager ? Bien, ça veut dire faire de l'astronomie avec différents vecteurs d'information, avec différents messagers. Pendant très longtemps, en fait, pendant des siècles, voire pendant des millénaires, le seul messager que nous avions du cosmos, eh bien, c'était la lumière. Toutes les découvertes qu'on a pu faire, toutes les connaissances qu'on a pu acquérir sur l'univers, étaient le fruit d'observations effectuées à l'aide de lumière visible et d'autres types d'ondes électromagnétiques, comme les rayons ultraviolets, infrarouges, les ondes radio, ou encore les rayons X et les rayons gamma, qui nous permettent désormais de voir l'univers dans plein de longueurs d'onde depuis, disons, en gros, un siècle. Mais il y a d'autres messagers. En particulier, mardi, Brigitte Zanda nous a parlé des météorites, qui sont un type de messager tout à fait complémentaire et qui présentent l'avantage d'être en un certain sens palpable. On peut littéralement toucher une météorite du doigt. Et ça nous permet d'apprendre énormément de choses sur le système solaire, en particulier les conditions de formation du système solaire. Vous avez peut-être hier entendu parler de neutrinos. L'astronomie avec des neutrinos, c'est une astronomie extrêmement intéressante, c'est quelque chose de nouveau, et on peut désormais goûter l'astronomie des neutrinos qui viennent en 3 saveurs, sucré, salé et acide. On dit également en physique plutôt neutrinos électroniques, neutrinos muoniques et neutrinos tauiques. Et vous avez peut-être, si vous avez suivi ce cycle de conférences, entendu parler des rayons cosmiques. Là encore, un nouveau messager qu'on observe depuis relativement peu de temps. Les rayons cosmiques, si vous me permettez de continuer cette analogie un peu douteuse sensorielle, ces rayons cosmiques qui sont difficiles à détecter, qui sont difficiles à cerner, un peu comme les odeurs d'un bon vin. Et pour terminer, évidemment, on a le 5e messager, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, les ondes gravitationnelles, qui, métaphoriquement, nous permettent d'écouter l'univers, donc d'explorer le cosmos avec un sens entièrement nouveau. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, l'année dernière, nous avons fait une découverte absolument extraordinaire. Nous avons été des témoins d'un cataclysme cosmique qui a eu lieu il y a très longtemps, il y a environ 130 millions d'années, que nous avons pu à la fois observer à l'aide de lumière visible et d'autres types d'ondes électromagnétiques, et, métaphoriquement, écouter à l'aide des ondes gravitationnelles. Donc, ce que je vous propose de faire ce matin, ensemble, c'est d'essayer de répondre à un certain nombre de questions, à savoir, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle ? Quelles sont les sources d'ondes gravitationnelles ? Comment est-ce qu'on parvient à les détecter, ces ondes gravitationnelles ? Est-ce qu'on en a déjà vu ? Oui, on sait qu'on en a déjà vu plusieurs, donc on va voir quelle est la nature des sources de ces ondes gravitationnelles qu'on a déjà observées, qu'est-ce qu'on a appris grâce à ces observations, et surtout, dans une perspective dans le futur, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce nouveau messager, avec ces ondes gravitationnelles, à quoi ressemblera l'astronomie gravitationnelle de demain. Alors pour parler d'ondes gravitationnelles, il faut commencer par parler d'une théorie, la théorie de la relativité générale, puisque les ondes gravitationnelles sont avant tout une prédiction d'une théorie physique, la théorie de la gravitation, qui s'appelle la relativité générale. La relativité générale, c'est la théorie de l'espace, du temps et de la gravitation qui a été formulée par Albert Einstein il y a un peu plus d'un siècle de ça. Et dès 1916, donc 1 an après avoir écrit les équations de sa théorie, Einstein a prédit l'existence d'ondes gravitationnelles. Alors comme la relativité générale était une théorie qui parle pas seulement de gravitation, mais également d'espace et de temps, pour vous expliquer ce que c'est qu'une onde gravitationnelle, il va falloir qu'on parle au préalable un petit peu de la nature de l'espace et du temps. Un sujet qui, a priori, on pense bien connaître,
Mais si vous étiez là hier soir à la conférence de Roland Lehoucq et Quentin Lazarotto, vous allez voir qu'en réalité, l'espace et le temps ont une structure un peu différente de ce à quoi nous avons l'habitude, basée sur notre intuition physique de notre vie quotidienne. Donc on va commencer par parler un petit peu de l'espace et du temps. A priori, on pense que l'espace, c'est quelque chose qui a 3 dimensions, puisque je peux avancer ou reculer sur cette scène, aller à gauche ou à droite, essayer de monter ou descendre, même si la gravité m'empêche de m'échapper de la Terre. Et puis il y a une dimension de temps, qui, elle, est un peu différente des dimensions d'espace, puisque, apparemment, dans le temps, on peut aller comme dans une direction, du passé vers le futur. Donc sur ce petit diagramme, ici, ce que je souhaite faire, c'est imaginer que l'espace, au lieu, pour simplifier, au lieu qu'il ait 3 dimensions, on va prétendre qu'il a 2 dimensions. Donc on va dire que l'espace est un plan. Et puis dans ce plan, nous avons 2 petites particules, ici l'une en rouge, l'autre en bleu, et les petites flèches indiquent le fait qu'elles se dirigent l'une vers l'autre. Et on fait une photo à un instant donné, T0. Un instant ultérieur, T1, du fait du mouvement relatif de ces 2 particules, eh bien, elles se sont rapprochées. Un instant encore ultérieur, elles sont entrées en collision. Un instant ultérieur, du fait du choc, elles se repoussent, elles repartent en sens opposé, et ainsi de suite. Bref, vous avez compris ce que j'ai fait. J'ai représenté l'espace, ici, à 2 dimensions, en fonction du temps. Le temps allant du bas vers le haut. Et maintenant, je vous pose la question suivante. Qu'est-ce que c'est que l'espace-temps? Vous allez me dire, l'espace-temps, oulala, c'est compliqué. Non, c'est pas du tout compliqué. L'espace-temps, c'est juste, vous prenez toutes ces tranches d'espace au cours du temps, vous faites une infinité de photos, et vous obtenez quoi? Vous obtenez une espèce de cube, un bloc, d'ailleurs que les physiciens appellent bloc espace-temps. Et au lieu de penser le mouvement d'une particule dans l'espace au cours du temps, eh bien ce que nous avons, c'est ce qu'on aime appeler une ligne d'univers. Ici, la ligne d'univers de la particule en rouge et la ligne d'univers de la particule en bleu dans ce bloc espace-temps. Einstein nous a appris beaucoup de choses, et l'une des choses qu'il nous a apprises, comme on l'a vu également hier soir, c'est qu'il n'y a pas l'espace et le temps, en particulier, il n'y a pas un temps universel valable pour tous. La seule chose qui a une véritable existence physique, c'est ce bloc espace-temps. Et ce bloc espace-temps, ce n'est pas une scène rigide, figée, sur laquelle se déroulent les événements du monde. D'après la théorie de la relativité générale d'Einstein, ce bloc espace-temps est doté de certaines propriétés. Il est dynamique, l'espace-temps. En particulier, il est doté d'une propriété de courbure. L'espace-temps peut être courbé. Courbé par quoi? Par toute la masse et l'énergie que vous pouvez mettre dedans. Vous et moi, en ce moment même, du fait qu'on existe dans l'espace-temps, qu'on est doté de masse, eh bien, nous courbons de l'intérieur l'espace-temps. Nous sommes dans l'espace-temps et l'espace-temps est courbé du seul fait de notre présence. Et si en particulier la Lune tourne autour de la Terre, ce n'est pas parce qu'elle subit une force gravitationnelle, ce n'est pas parce qu'elle est accélérée sur son orbite par une force créée par la masse de la Terre. En réalité, la Lune suit un mouvement extrêmement simple, un mouvement qu'on dit géodésique. C'est un peu comme une ligne droite, si vous voulez. Elle ne subit aucune force, mais elle se déplace dans un espace-temps qui est courbé par la masse et l'énergie de la Terre. C'est une très belle vision, une vision géométrique de ce que c'est que la gravité. Une vision qui est toujours d'actualité, puisque la théorie de la relativité générale n'a encore jamais été mise en défaut expérimentalement. Donc si je reprends mon petit diagramme d'espace-temps, souvenez-vous, avec 2 dimensions d'espace, et puis une dimension de temps du bas vers le haut, eh bien, j'aime bien représenter mon bloc espace-temps comme une espèce de petit cube maintenant un peu mou, comme ça. Il faut imaginer que c'est un truc flexible, et que ça peut être courbé de l'intérieur par la masse et l'énergie qu'on met dedans, en l'occurrence, ici, par nos 2 particules dont j'ai représenté encore les lignes d'univers. Et si vous ne devez retenir qu'une seule information sur l'espace-temps, la courbure de l'espace-temps, souvenez-vous d'un dessert anglais, la jelly, okay, ou si vous préférez, en France, le flamby. L'espace-temps, en gros, c'est un flamby. C'est un flamby, et donc c'est quelque chose qui est un petit peu mou, comme ça, un peu gélatineux, qui peut être un petit peu déformé, en particulier parce que vous mettez à l'intérieur. À ce stade de l'analogie, vous pouvez déjà peut-être commencer à avoir une intuition de ce que c'est qu'une onde gravitationnelle. Parce qu'imaginez que je prends mon flamby, je le mets dans une assiette et je viens secouer l'assiette par le bas. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une onde qui va se propager du bas vers le haut, et mon flamby qui initialement ne gigotait pas en haut, au bout d'un moment, il va finir par gigoter en haut également. D'accord? Vous me suivez? Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle? Ça va être
une onde de courbure de l'espace-temps qui va comme ça se propager du fait de la structure molle, malléable, déformable de l'espace-temps. Alors plus précisément, avant de vous dire ce qu'est une onde gravitationnelle, je voudrais bien m'assurer qu'on est tous d'accord sur ce que c'est qu'un phénomène ondulatoire. Les phénomènes ondulatoires sont omniprésents dans notre univers, dans notre quotidien même. Vous prenez un caillou, vous le jetez dans une mare, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez un système de cercles concentriques, des ondes qui vont se propager à la surface de l'eau. Si vous êtes capable en ce moment même d'entendre le son de ma voix, en dehors du microphone, c'est parce qu'il y a des ondes sonores qui se propagent depuis ma bouche jusqu'à vos oreilles. Ces ondes sonores, elles ont un support qui est l'air, et elles se propagent à une vitesse bien particulière, quelque chose comme 340 mètres par seconde. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'une onde sonore? Eh bien, c'est juste une perturbation comme ça dans la pression et la densité de l'air qui se transmet de proche en proche de ma bouche à vos oreilles. Alors, il y a plein d'autres ondes. Il y a par exemple les ondes sismiques qui se propagent dans la croûte terrestre et à l'intérieur de la Terre et qui nous renseignent en particulier sur la géologie et sur l'intérieur de notre planète. Et puis, un type d'onde extrêmement important, évidemment, ce sont les ondes électromagnétiques. La lumière n'est jamais qu'une onde, une onde dans le champ électromagnétique, c'est-à-dire des oscillations du champ électrique et du champ magnétique qui se propagent à une vitesse bien plus élevée, cette fois-ci, 300 000 km par seconde environ. Bien. Bon, en gros, maintenant, vous savez ce que c'est qu'une onde, et je peux vous dire qu'une onde gravitationnelle, eh bien, c'est une oscillation également, c'est une oscillation dans la courbure de l'espace-temps, puisque l'espace-temps peut être courbé, et qui se propage à une vitesse bien particulière, la vitesse de la lumière. Voilà, c'est juste ça, une onde gravitationnelle. Alors, comment est-ce qu'on les génère, ces ondes gravitationnelles? Alors, dans la vision, je vous remets un petit diagramme d'espace-temps, cette fois-ci avec une dimension d'espace sur l'axe des abscisses, puis le temps, entre guillemets, sur l'axe des ordonnées. Vous avez ici l'espace-temps qui vous est représenté, la trame de l'univers, et dans ce tissu, vous pouvez avoir des petites oscillations comme ça qui vont se propager, hop là, et ça, ce sont les ondes gravitationnelles. Comment est-ce que vous générez des ondes gravitationnelles? Eh bien pour ça, on va commencer par dire comment est-ce qu'on génère des ondes électromagnétiques, avec lesquelles généralement on est plus familier. Pour générer une onde électromagnétique, ce que vous faites, en gros, c'est que vous prenez une charge électrique et puis vous la faites gigoter. Prenez par exemple un électron, prenez un courant électrique dans un fil métallique, faites gigoter votre électron. L'électron, il a un champ électrique autour de lui, et si vous le faites gigoter, si vous l'accélérez comme ça, eh bien la structure du champ électrique va changer localement, et ces changements vont se propager de proche en proche, et c'est comme ça que vous générez une onde électromagnétique. C'est comme ça, par exemple, qu'on crée des ondes radio avec des antennes qui nous permettent, je ne sais pas moi, d'écouter la radio dans la voiture. Eh bien, pour les ondes gravitationnelles, c'est très similaire. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre de la masse, l'accélérer, la faire gigoter, et comme la masse, ça crée de la courbe de l'espace-temps localement, comme par exemple la Terre qui localement courbe l'espace-temps dans son voisinage, eh bien, si vous faites gigoter la Terre, ou le Soleil, ou tout ce que vous voulez, ou en l'occurrence des trous noirs, eh bien, vous allez modifier la structure du champ gravitationnel au voisinage de votre masse, et ce changement dans la courbure de l'espace-temps va se propager de proche en proche. Ce sont donc les ondes gravitationnelles. Alors, tandis qu'il est très facile de générer des ondes électromagnétiques, en réalité, il est assez difficile de générer des ondes gravitationnelles. Parce que l'espace-temps a beau être une structure molle, malléable, déformable, elle reste quand même assez rigide, cette structure. Et du coup, pour pouvoir générer des quantités appréciables d'ondes gravitationnelles, eh bien, ce qu'il vous faut faire, c'est prendre une grande quantité de masse et mettre tout ça dans un espace assez petit et accélérer toute cette masse à des vitesses considérables. C'est pour ça qu'il vous faut typiquement des objets astronomiques pour créer des quantités d'ondes gravitationnelles appréciables. Et ce n'est pas n'importe quel phénomène astronomique qui va générer beaucoup d'ondes gravitationnelles. La Terre qui tourne autour du Soleil, ça génère très peu d'ondes gravitationnelles, on ne les verra jamais, celles-là. Ce qu'il vous faut, c'est typiquement des étoiles qui explosent, ou alors des trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre et qui finissent par fusionner, enfin vraiment des choses assez cataclysmiques. Comme par exemple, à la fin de la vie des étoiles massives, vous pouvez avoir des explosions qu'on appelle des supernovas, où là, vous allez éjecter de grandes quantités de matière à des vitesses proches de celles de la lumière, et c'est une bonne source d'ondes gravitationnelles. La prochaine fois qu'une supernova a lieu dans notre galaxie, qu'une étoile explose, si nos détecteurs sont en activité, on devrait pouvoir la voir grâce aux ondes gravitationnelles. Alors généralement, à la fin
de ce phénomène de supernova, votre étoile massive, il va rester un cœur extrêmement condensé et vous pouvez vous retrouver avec des objets aux propriétés littéralement extraordinaires. Des étoiles à neutrons. Qu'est-ce que c'est qu'une étoile à neutrons? C'est en gros, vous prenez notre Soleil, une fois et demie, ou même une fois et demie la masse de notre Soleil, vous compactez tout ça dans une boule de rayon plus ou moins 10 km, et l'état de la matière à ces densités est tout à fait inhabituel. Vous vous retrouvez essentiellement avec juste des neutrons. C'est pour ça qu'on appelle ça une étoile à neutrons. En gros, c'est une gigantesque boule autogravitante de neutrons, une étoile à neutrons, avec des densités typiquement supérieures à la densité des noyaux atomiques. Bien, si vous avez une toute petite inhomogénéité dans la distribution de la masse d'une étoile à neutrons, cette étoile à neutrons tourne très rapidement sur elle-même, vous allez avoir émission d'ondes gravitationnelles. Et ça, c'est une des sources qu'en réalité les détecteurs terrestres existants sont en train de chercher. Éventuellement, vous pouvez avoir un couple d'étoiles à neutrons, puisque la plupart des étoiles, on le sait aujourd'hui, vivent en couple. Si vous avez deux étoiles massives, chacune d'entre elles évolue, éventuellement explose en supernova, vous vous retrouvez peut-être avec une étoile à neutrons à la fin au centre, et vous vous retrouvez donc à la fin avec un couple d'étoiles à neutrons. Ça fait des décennies déjà qu'on sait que les couples d'étoiles à neutrons existent, qu'on les observe grâce au rayonnement radio. Eh bien, si ces deux étoiles à neutrons finissent par se rapprocher suffisamment l'une de l'autre, elles vont émettre des quantités copieuses d'ondes gravitationnelles. Puis évidemment, il y a les trous noirs. Les trous noirs sont des objets encore plus extraordinaires, encore plus compacts que les étoiles à neutrons. Et lorsque vous avez deux trous noirs qui se tournent l'un autour de l'autre, qui sont suffisamment proches l'un de l'autre, vous avez une grande émission d'ondes gravitationnelles. Donc voilà les sources typiques attendues d'ondes gravitationnelles, même s'il y en a d'autres. Une autre question pertinente, c'est comment est-ce qu'on fait pour les détecter, ces ondes gravitationnelles? Bien, pour ça, on utilise ce qu'on appelle des interféromètres. Alors il y a 2 ans, j'ai passé un petit peu de temps à vous expliquer en détail le principe de fonctionnement de ces interféromètres, mais cette année, j'ai pris le parti de garder plus de temps pour vous parler des phénomènes qu'on a déjà observés. Donc je vais être assez rapide sur le principe de la détection pour pouvoir garder du temps pour parler des choses nouvelles. Mais l'idée centrale, c'est que lorsqu'une onde gravitationnelle vient traverser de la matière, par exemple moi, imaginons qu'il y ait une gravitationnelle comme ça qui traverse la scène, qui arrive et qui vient traverser mon corps, ce qu'elle va faire, c'est m'étirer dans une direction et m'écraser dans l'autre et vice-versa. Donc ça va ressembler un peu à ça, quand l'onde gravitationnelle me traverse. Elle va littéralement changer les distances dans mon corps. Et pour un détecteur d'onde gravitationnelle, c'est la même chose. Imaginez que vous avez ici, dans ce détecteur en Italie, qui s'appelle Virgo, un gigantesque L, imaginez que vous avez une onde gravitationnelle qui vient comme ça de l'espace, du ciel, qui vient traverser la Terre. L'effet, ça va être d'étirer légèrement un bras et de raccourcir le deuxième, et vice-versa. Et si vous êtes capable de mesurer cette variation relative de longueur dans votre détecteur, vous pouvez voir l'onde gravitationnelle. Alors le défi, c'est que l'effet est minusculissime. Pour vous dire, ces détecteurs ici, les détecteurs aux États-Unis, LIGO, ont des bras de 4 km. Le détecteur ici franco-italien a des bras de 3 km. Lorsqu'une onde gravitationnelle typique passe, elle vient modifier les distances dans votre détecteur de 10 puissance moins 18 mètres, c'est-à-dire de 1 millionième de micromètre. Un micromètre, c'est la taille typique d'une bactérie. 1 millionième de micromètre, là on est déjà à l'échelle atomique. Et 1 millionième de micromètre, on parle d'une fraction, en réalité quelque chose comme 1 millième de la taille d'un noyau atomique. Donc c'est quelque chose d'extrêmement petit. Pour vous dire, c'est comme si vous parveniez à mesurer la distance entre le Soleil et Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche de notre système solaire, à quelques 4,2 années-lumière, à l'épaisseur d'un cheveu près. Donc, en principe, si vous êtes des gens sains d'esprit, vous devriez dire mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible de mesurer des variations de longueur aussi petites. Et en réalité, si on y parvient grâce à ces détecteurs extrêmement sophistiqués, en réalité les instruments de mesure les plus précis jamais conçus par l'homme, c'est assez fascinant de voir comment les physiciens parviennent à mesurer ce genre de choses, mais c'est une réalité. On arrive bel et bien à mesurer ce genre de phénomène physique. Donc voilà tout ce que je vais vous raconter sur la détection. Maintenant, vous allez juste me croire sur parole. On sait détecter des ondes gravitationnelles avec ce genre d'objet. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a vu depuis 2015 ? On a vu plusieurs choses. Comme vous pouvez le voir ici, on a vu en particulier un couple de trous noirs qui a fusionné. Quand ?
C'était le 14 septembre 2015, il y a à peu près 3 ans. On a eu la première détection d'une onde gravitationnelle. C'était vraiment un événement très très important. Et voilà à quoi ça ressemble. Vous avez les 2 détecteurs aux États-Unis, LIGO, Hanford ici, et Livingston là, qui étaient opérationnels, qui observaient, et ils ont vu à Hanford ceci, et à Livingston cela. Et vous allez me dire, ouais, ok, super, petites oscillations comme ça, un peu bruitées, pas très impressionnant. Si vous n'êtes pas spécialiste des ondes gravitationnelles, oui, je comprends votre réaction, mais si ça fait des décennies que vous bossez sur le sujet, quand vous voyez ça, mais vous éclatez de joie. Enfin, d'abord, vous êtes précautionneux, parce que vous ne voulez pas annoncer quelque chose d'erroné, mais vous vous dites, là, bingo, on a probablement vu quelque chose. Qu'est-ce qu'on a vu? À l'intérieur, on a vu un signal, ici, qui vous est représenté, d'onde gravitationnelle, caché à l'intérieur de vos données. Et si vous soustrayez ce signal à votre jeu de données, vous obtenez ceci, quelque chose qui est parfaitement compatible avec ce que les physiciens appellent du bruit, c'est-à-dire en gros toutes les choses qui vous embêtent à cause de perturbations externes de diverses natures. Alors voir ce signal dans les données dans un détecteur, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ce qui est remarquable, c'est que vous voyez le même signal, donc ici dans un détecteur, ici dans le deuxième, à 7 millisecondes de décalage, le temps qu'il a fallu à l'onde gravitationnelle pour aller d'un détecteur à l'autre, et vous pouvez vous en assurer en superposant cette courbe rouge ici avec la courbe en bleu qui correspond à ce qui a été vu dans le deuxième détecteur. Alors on ne se contente pas de regarder comme ça à vue pour dire qu'on a vu quelque chose, on fait des analyses statistiques extrêmement sophistiquées, et après ça on peut vous dire, oui, on a bel et bien vu une onde gravitationnelle d'origine astrophysique, et la probabilité que c'est bel et bien astrophysique est extrêmement élevée. La probabilité pour que par chance vous puissiez reproduire ce genre de choses avec purement des choses terrestres, du bruit, est vraiment très 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 faible. C'est comme si vous êtes dans votre voiture, vous écoutez la radio, vous êtes entre 2 stations, vous entendez, vous savez, et par chance, tout ce bruit se met à vous jouer quelques secondes de musique de Mozart. C'est pas impossible. Si vous attendez suffisamment longtemps, ça va arriver, mais vraiment très 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 longtemps. Donc voilà, c'était la première détection. Donc je ne vous dis pas encore ce qu'on a vu, mais ce que je voudrais vous faire sentir, c'est ce qu'on a en un certain sens entendu. Les ondes gravitationnelles émises par les sources qu'on peut voir grâce à nos détecteurs terrestres ont le bon goût d'avoir des fréquences, c'est-à-dire des nombres d'oscillations par seconde, qui coïncident avec la plage des fréquences audibles. Donc on peut parfaitement s'amuser à prendre un signal d'onde gravitationnelle d'origine astrophysique, le convertir en signal audio et l'écouter. Et donc on peut ainsi écouter l'univers. Donc on ne va pas s'en priver. Je vais vous jouer ce premier signal d'onde gravitationnelle qu'on a entendu. Donc je vais vous dire par avance ce que vous allez entendre. Vous allez entendre dans un premier temps quelque chose qui va ressembler à un battement de cœur un peu sourd, qui va être répété 2 fois. C'est le vrai signal, à sa vraie fréquence. Et parce que nos oreilles sont plus sensibles à haute fréquence, ce même signal va être rejoué à 2 reprises, mais décalé à plus haute fréquence pour mieux entendre la structure. On y va. C'est rejoué. Est-ce que vous avez bien entendu? Alors normalement, vous avez dû entendre à plus haute fréquence quelque chose qui ressemble à ça. Ça ressemble un peu à un gazouillis d'oiseau. Sauf que l'oiseau ici, c'est un drôle d'oiseau. La source de l'onde gravitationnelle, c'est un couple de 2 trous noirs. 2 trous noirs dont les masses avoisinent les 30 masses solaires. Alors ça, on le sait parce qu'on peut analyser en détail la forme de l'onde gravitationnelle et en déduire la nature de la source. Et donc ce qui s'est passé, c'est que vous aviez vos 2 trous noirs de 29 masses solaires, 36 masses solaires, qui tournaient l'un autour de l'autre. Et au fur et à mesure qu'ils tournent l'un autour de l'autre, eh bien, ils émettent de l'énergie sous forme d'onde gravitationnelle. Donc eux, ils perdent de l'énergie, donc ils se rapprochent. Et comme ils se rapprochent, ils tournent de plus en plus vite. Ça, c'est la 3e loi de Kepler qui vous le dit. Demandez à Jérôme. Et donc vous voyez que la fréquence de l'onde gravitationnelle augmente au cours du temps, de plus en plus d'oscillations. Et comme ils se rapprochent aussi,
l'amplitude de l'onde gravitationnelle augmente au cours du temps, donc c'est ce que vous voyez ici, l'amplitude de l'onde gravitationnelle augmente, la fréquence. Puis au bout d'un moment, vos deux trous noirs, ils finissent par fusionner pour ne faire qu'un seul trou noir, un peu comme deux bulles de savon qui vont fusionner pour faire une seule bulle de savon. Vous vous retrouvez donc avec une espèce de cacahuète comme ça, un seul trou noir, un peu déformé, qui va encore émettre une dernière bouffée d'onde gravitationnelle pour atteindre un état d'équilibre. Et donc c'est, hop là, la fin de l'émission de l'onde, vous vous retrouvez avec un seul trou noir. Il faut que vous vous rendiez compte que ça, c'est le truc le plus dingue que l'humanité ait jamais vu. C'est-à-dire que vous avez deux trous noirs de en gros 30 masses solaires. Ça fait quelle taille un trou noir de 30 masses solaires? Ça fait en gros 100 km. La taille caractéristique d'un trou noir de 30 masses solaires, c'est 100 km. Donc vous prenez 30 fois notre Soleil, vous compactez tout ça, vous le mettez dans le Gers. Puis vous en prenez un deuxième, et puis vous les mettez à tourner l'un autour de l'autre. Juste avant qu'ils fusionnent, ces deux trous noirs, ils tournent quelque chose comme 100 fois par seconde l'un autour de l'autre, à la moitié de la vitesse de la lumière. Et pendant cette dernière fraction de seconde, parce qu'en fait, tout ça, on l'a vu pendant 2/10 de seconde, c'est extrêmement rapide, vous avez une énergie qui est dégagée par unité de temps qui est colossale. La puissance de cet événement est 50 fois supérieure à celle de l'émission lumineuse de l'ensemble de toutes les étoiles, dans toutes les galaxies, dans l'univers observable. Ça veut dire que c'est l'événement le plus puissant dont l'humanité ait jamais été témoin. Et en une fraction de seconde, vous avez l'équivalent de 3 fois la masse du Soleil qui a été rayonnée sous forme d'onde gravitationnelle. C'est véritablement extraordinaire, au sens où ce n'est pas du tout quelque chose d'ordinaire. Mais c'est bel et bien ce qui a eu lieu il y a 1,3 milliard d'années. Parce que cet événement, on est capable de déterminer la distance, on sait que c'est 1,3 milliard d'années-lumière. Donc ces deux trous noirs ont fusionné il y a 1,3 milliard d'années, alors que sur Terre, ici, il y avait, en gros, il n'y avait que des organismes unicellulaires. La vie n'était pas encore très développée. Alors, si on fait un peu de maths pour rigoler, initialement, on a 29 masses solaires et 36 masses solaires. Et puis à la fin, on est capable de déterminer qu'il en reste 62. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous embête dans cette histoire? Il semblerait qu'il manque 3 masses solaires qui ont disparu. Qu'est-ce qui est arrivé à ces 3 masses solaires? En réalité, elles ont été converties sous forme d'énergie, E égale mc2, et rayonnées sous forme non gravitationnelle. Donc là encore, imaginez-vous, notre Soleil, ça fait 5 milliards d'années qui nous envoie de la lumière comme ça, grâce à des réactions de fusion thermonucléaire, et à la fin de sa vie, d'ici encore 5 milliards d'années, il aura converti en énergie qu'une toute petite fraction de son énergie de masse. Peut-être, je ne sais pas moi, 1%, mettons. Je ne connais pas le chiffre. Ici, vous avez 3 fois l'énergie de masse du Soleil qui a été convertie en onde gravitationnelle. Vous prenez un Soleil, vous le convertissez entièrement en énergie, vous rayonnez ça, et vous répétez l'opération 2 fois. Là encore, c'est complètement dingue, si vous y réfléchissez. Et c'est bel et bien ce qui a eu lieu. Donc en plus d'être un événement extraordinaire, c'est un événement historique pour de multiples raisons. Tout d'abord, c'est la première détection directe d'une onde gravitationnelle. Alors on peut débattre de ce que ça veut dire direct, tout est toujours indirect, mais quand vous avez une expérience dans votre labo, vous savez ce que vous avez beaucoup plus de confiance sur les informations que vous pouvez inférer. Et donc la nature directe de cette détection est tout à fait fondamentale. Ça conforte une prédiction majeure de la théorie de la relativité générale, l'existence des ondes gravitationnelles. D'autre part, c'est peut-être encore plus important à mon sens, c'est la preuve la plus robuste que nous ayons de l'existence des trous noirs, ces objets aux propriétés incroyables. On avait des preuves indirectes de l'existence des trous noirs auparavant, désormais on les a vus, ou métaphoriquement entendus, tourner l'un autour de l'autre et fusionner. Donc on sait que les trous noirs existent grâce à cette détection. On sait également que désormais les trous noirs, on sait désormais que les trous noirs vivent en couple. On ne savait absolument pas avant s'il y avait des couples de trous noirs. Et comme vous allez le voir, on sait qu'il y en a beaucoup, des couples de trous noirs. Puis d'autre part, c'est le premier test de cette théorie de la gravitation, la relativité générale, dans un régime qu'on dit en champ fort, c'est-à-dire quand vous avez vraiment une gravité extrêmement intense, des vitesses proches de la vitesse de la lumière, bref, quand vous avez de la physique vraiment excitante. Dans le système solaire, c'est ennuyeux. Le système solaire, la courbure de l'espace-temps, elle est très faible. Le Soleil, il ne courbe pas beaucoup l'espace-temps, la Terre non plus. Tout ça, ça va à des vitesses toutes petites par rapport à la vitesse de lumière. Bon, on fait plein de tests, ça marche, c'est super, mais là où ça devient excitant, c'est quand la relativité générale prédit des phénomènes physiques nouveaux qui sont
complètement différent de ce que vous dirait Newton. Et là, pour la première fois, on a pu tester ça, et ça marche. Alors, à quoi ressemblerait cette fusion de trous noirs si vous étiez près de l'événement? Mettons que vous êtes au-dessus du plan orbital et vous voyez vos deux trous noirs comme ça se tourner l'un autour de l'autre. Ben, je vais vous montrer une petite vidéo tout à fait réaliste de ce que vous verriez. Une simulation. Vous verriez ça. Alors vous voyez deux machins noirs ici, c'est vos deux trous noirs. Évidemment, il n'y a pas de lumière qui vient d'ici, puisque un trou noir, c'est parfaitement noir. Puis vous avez des drôles d'effets lumineux autour. Ça, c'est dû à la déviation de la lumière par le champ gravitationnel extrêmement intense des trous noirs. Et vous allez voir qu'ils vont peu à peu se rapprocher et finir par fusionner. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à part ces effets un peu jolis, là, de lumière, c'est assez décevant, quoi. C'est un peu ennuyeux. Il ne se passe pas grand-chose. Ce n'est pas très excitant. Mais évidemment qu'il ne se passe pas grand-chose, puisque les trous noirs n'émettent pas de lumière, et toute l'action, elle n'a pas lieu dans le visible, avec des photons. Toute l'action, elle a lieu dans la courbure de l'espace-temps et le rayonnement d'ondes gravitationnelles. Et comme nous, on n'a pas des détecteurs d'ondes gravitationnelles à la place des yeux, ben là, on n'est pas très impressionné. Mais si on pouvait écouter directement les ondes gravitationnelles, ou les visualiser, voilà le genre de choses qu'on verrait. Vous avez vos deux trous noirs de 29 et 36 masses solaires, et puis représenté ici dans votre code couleur, vous avez les ondes gravitationnelles qui sont générées et qui se propagent au loin. Au bout d'un voyage qui dure 1,3 milliard d'années, ces ondes finissent par nous parvenir, et on peut en inférer ce qui s'est passé. Vous voyez l'amplitude de l'onde qui augmente, hop, et puis ça s'arrête. Une fois que les deux trous noirs ont fusionné, vous vous retrouvez avec un seul trou noir. Alors, tout ça, bah c'est magnifique, mais c'est déjà vieux, c'était il y a 3 ans. Et en réalité, on en a vu plusieurs des événements comme ça. Dès 2015, on a vu 3 événements. Il y a eu donc celui du 14 septembre 2015, il y en a un autre qui a eu lieu au mois d'octobre, un peu plus incertain, c'est plus difficile à dire ce qui s'est passé. Et puis il y a eu le cadeau de Noël, juste après le 25 décembre 2015. Dans chacun de ces 3 cas, ce qu'on a pu en déduire, c'est qu'on avait 2 trous noirs avec des masses différentes, vous voyez, qui ont fini par fusionner après avoir tourné l'un autour de l'autre. En réalité, il y a eu une deuxième campagne d'observation par ces détecteurs d'ondes gravitationnelles qui a eu lieu en 2017. Et au cours de cette deuxième campagne d'observation, on a vu encore 2 couples de trous noirs qui ont fusionné. Donc maintenant, on en a 5. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est les masses de ces trous noirs. Avant qu'on puisse détecter des ondes gravitationnelles, voilà ce qu'on savait des trous noirs de masse stellaire. En gros, ils avaient des masses comprises entre quelques fois la masse du Soleil et 10 ou 15 fois la masse du Soleil. Mais vous auriez demandé à l'astrophysicien que vous croisez au coin de la rue s'il y a des trous noirs de 30 masses solaires, il vous aurait dit « pas que je le sache ». Eh bien, grâce aux ondes gravitationnelles, on sait désormais qu'il existe des trous noirs de 29, 36, 50 masses solaires, 60 masses solaires, bref, des gros trous noirs de masse stellaire. Et dès cette découverte, en réalité, il a fallu commencer à se poser la question, mais comment on fait pour avoir un trou noir de 30 masses solaires à partir d'une étoile? Ce n'est pas du tout évident. Donc vous voyez qu'avec juste une nouvelle découverte grâce à un nouveau vecteur d'information, un nouveau messager, on a énormément de nouvelles questions qui se posent à nous pour comprendre le monde dans lequel on vit, et en l'occurrence, comment les étoiles évoluent. Donc ça, c'était les couples de trous noirs. Mais vous avez peut-être entendu, l'année dernière, qu'il y a eu quelque chose de tout aussi extraordinaire, à savoir le spiralement et la fusion de 2 étoiles à neutrons. Ça, c'est l'événement le plus récent dont je souhaite vous parler. Cet événement, il a eu lieu le 17 août 2017, donc il y a presque 1 an. Et ce que je vais faire, c'est de nouveau vous jouer la conversion audio du signal non gravitationnel qui a été détecté ce jour-là. Cette fois-ci, pas juste par les détecteurs LIGO aux États-Unis, mais également par le détecteur Virgo européen. Alors écoutez bien, ça va être plus difficile parce que pendant toute la première partie, vous n'allez pas vraiment entendre le signal. Le signal va augmenter en intensité, ce qui est montré par la nature plus colorée ici, plus intense du signal. C'est vraiment vers la fin que vous allez entendre le... Et c'est très rapide également. Ce que vous entendez là, en gros, c'est le bruit. C'est comme quand vous êtes entre 2 stations de radio. Et là, caché dans le bruit, il y a un signal
dont l'amplitude augmente doucement au cours du temps. Vos deux étoiles neutrons sont en train de tourner l'une autour de l'autre, elles sont en train d'émettre des ondes gravitationnelles, et vous êtes en train de vous en rendre compte. Le signal monte, 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 monte. Écoutez bien. Vous avez entendu? Ça, c'était le spiralement de ces deux étoiles à neutrons. Donc, comment on sait que c'est des étoiles à neutrons? Eh bien, tout simplement parce qu'on peut analyser en détail la forme de l'onde gravitationnelle qu'on a reçue, et on peut ensuite en inférer les propriétés de la source. On sait que c'était deux étoiles à neutrons dont les masses sont de l'ordre de une fois la masse du Soleil ou une fois et demie la masse du Soleil, pas plus que deux en tout cas, et que la distance de l'événement était beaucoup plus proche. Cette fois-ci, on parle de 130 millions d'années-lumière. Ça veut dire que ces deux étoiles à neutrons ont spiralé et fusionné il y a 130 millions d'années. À l'époque, en gros, c'est le Crétacé, c'est les dinosaures qui régnaient en maître sur la Terre, et les plantes à fleurs, les angiospermes, commençaient tout juste à faire leur apparition. Donc sur cette animation, ce que je veux vous montrer maintenant, c'est le contraste entre les ondes gravitationnelles qu'on a détectées en provenance des couples de trous noirs et l'onde gravitationnelle qu'on a détectée en provenance de ce couple d'étoiles à neutrons. Ce que vous allez voir, c'est que l'amplitude est plus faible, les oscillations semblent être un petit peu plus rapides, et surtout, on a beaucoup plus de cycles. On a pu suivre ce signal, pas juste pendant une fraction de seconde, ou une seconde, ou 2 secondes, mais pendant une centaine de secondes. Pendant tout ce temps-là, on mesure l'onde gravitationnelle qui nous traverse. Bon, je vous arrête la vidéo parce que ça dure pendant 100 secondes. Hein. Mais en gros, voilà. Puis vous avez le son. Oups, je l'ai relancé. OK. Donc voilà à quoi ça ressemblerait. Donc là, c'est une animation. Voilà à quoi ça ressemblerait si vous étiez juste à côté. En bleu, une vision imagée de ces ondes gravitationnelles. C'est très joli. Et ce qu'il y a de vraiment notable dans cette vidéo, c'est essentiellement la fin. Parce que pendant toute la partie où les deux étoiles à neutrons tournent l'une autour de l'autre, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe quand deux trous noirs tournent l'un autour de l'autre. Mais tandis que deux trous noirs finissent par fusionner pour faire immédiatement un seul trou noir, ici vous avez vu qu'il y a eu la coalescence, la fusion de ces deux étoiles faites de matière, et puis quelque chose qui ressemble à une violente explosion. Quelque chose qu'on appelle kilonova. Ce qui se passe, c'est qu'une fois que ces deux étoiles à neutrons entrent en collision, eh bien, il y a une grande quantité de matière qui va être éjectée, et ça va donner lieu à une émission d'ondes électromagnétiques, dans le visible, infrarouge, radio, etc., des rayons X, des rayons gamma, bref, beaucoup de choses que potentiellement on pourrait également voir en plus du signal d'onde gravitationnelle. Bon, je vais passer ça. Et précisément, c'est toute la beauté de cet événement, c'est qu'on ne l'a pas seulement vu ou entendu grâce aux ondes gravitationnelles. Ici, on a également détecté, quelques 1,7 secondes après la fusion des deux étoiles à neutrons, on a détecté quoi? On a détecté un sursaut gamma, c'est-à-dire une toute petite bouffée de rayonnement gamma qui a duré 2 secondes. Et là, vous pouvez vous dire, oh, c'est peut-être une coïncidence. Hein. On a un signal gravitationnel, et puis moins de 2 secondes après, pouf, on a un sursaut gamma. Mais en réalité, ça fait très longtemps que les astrophysiciens ont théorisé que les progéniteurs des sursauts gamma dits courts, donc ceux qui ne durent pas très longtemps, sont précisément les couples d'étoiles à neutrons qui fusionnent. Et là, comme vous allez le voir, on en a eu pour la première fois la preuve. Ici, vous avez une représentation de la sphère céleste, et la bande en vert ici représente la
une portion du ciel de plusieurs dizaines de degrés carrés qui est là où l'événement dans le ciel a dû avoir lieu d'après les détecteurs non gravitationnels. Vous recevez avec plusieurs détecteurs votre onde, vous êtes capable de dire bah, ça vient plus ou moins de là, mais je ne suis pas très précis. Les détecteurs non gravitationnels ne sont pas particulièrement précis pour vous dire où l'événement a lieu. Mais plus vous avez de détecteurs, plus vous pouvez préciser la localisation dans le ciel. Si vous rajoutez le détecteur Virgo européen, vous voyez que vous pouvez réduire considérablement la barre d'erreur dans le ciel. Ici, vous avez une banane de en gros 30 degrés carrés. Alors ça reste grand, 30 degrés carrés dans le ciel. Mais du coup, vous pouvez informer tous vos amis astronomes, il s'est passé quelque chose dans cette région du ciel, regardez. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit, moins de 2 secondes après la fusion des deux étoiles à neutrons, on a reçu un sursaut gamma qui a été vu par le satellite Fermi, également par le satellite Intégral. Et là encore, les détecteurs gamma ont du mal à localiser précisément la position de la source dans le ciel. Vous voyez ici que la zone est grande. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une superposition entre la localisation donnée par les ondes gravitationnelles et la localisation donnée par le sursaut gamma. Donc là, vous vous dites, c'est peut-être pas une coïncidence. Et tout un tas d'astronomes qui utilisent tout un tas d'observatoires vont ensuite chercher dans cette zone commune, et 11 heures après l'événement, eh bien, en optique, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que dans la galaxie NGC 4993, qui a 130 millions d'années-lumière de nous, eh bien, là où il n'y avait rien, dans cette galaxie, tout d'un coup, pouf, il y a un point qui s'est allumé. Et on voit, avec de la lumière visible, et puis ensuite, en fait, on a pu observer avec de l'infrarouge, du radio, des rayons gamma, des rayons X, des ondes radio, bref, tout le spectre électromagnétique, on a pu observer cette kilonova, donc en fait, cette émission d'ondes électromagnétiques avec des propriétés bien particulières pendant des jours après l'événement. Et donc là, on a eu bel et bien la preuve que cet événement d'onde gravitationnelle qui correspond à deux étoiles à neutrons qui fusionnent a été responsable de l'émission d'un sursaut gamma juste après, et par ailleurs, que toute la matière qui a été éjectée dans cet événement a ensuite émis beaucoup de lumière à diverses longueurs d'onde, et en analysant en détail les propriétés de cette lumière, on a pu conforter une autre théorie, une théorie très importante, qui vous dit que, en gros, la moitié des éléments lourds, c'est-à-dire plus lourds que le fer, sont formés dans ce genre de processus. Juste après l'explosion, toute cette matière est très riche en neutrons, et vous allez avoir capture de neutrons par des éléments lourds, et vous allez former plein d'éléments de plus en plus lourds, dont des métaux dits précieux. Dans cet événement, vous avez quelque chose comme 10 fois la masse de la Terre qui a été créée en or et en platinium. 16 000 masses terrestres en matériaux lourds. Des matériaux dont, en partie, nous sommes faits. Donc, une fois encore, une découverte historique, probablement la découverte la plus importante de l'année dernière en astronomie. Tout d'abord parce que c'est la première observation de la fusion d'un couple d'étoiles à neutrons, de la coalescence d'un couple d'étoiles à neutrons. On savait que les couples d'étoiles à neutrons existent, mais on ne les a jamais vus spiraler puis fusionner. Maintenant, c'est fait. Et surtout, on a pu conforter cette théorie comme quoi les sursauts gamma courts ont comme origine la fusion des étoiles à neutrons. Alors, par ailleurs, grâce à l'onde gravitationnelle, on peut déterminer la distance de l'événement, et grâce à l'observation de la lumière, de la kilonova, on peut déterminer ce qu'on appelle le décalage spectral vers le rouge de la lumière, qui nous permet de déterminer la vitesse de récession de l'objet en question. Et quand vous combinez ces deux informations, vous êtes capable d'avoir une mesure du taux d'expansion de l'univers par un nombre qu'on appelle la constante de Hubble, qui est extrêmement important en cosmologie. Et cette mesure indépendante a été tout à fait en accord, même s'il n'est pas encore très précise, en accord avec la valeur connue par ailleurs avec d'autres observations. Donc je vous ai parlé de la théorie de la nucléosynthèse des éléments lourds. Elle est confortée par cette observation également. D'autre part, le fait qu'on ait reçu le sursaut gamma juste 2 secondes après l'onde gravitationnelle sur un voyage qui dure 130 millions d'années, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que la vitesse des ondes gravitationnelles, c'est égal à la vitesse de la lumière à 16 chiffres significatifs près. Ça, c'est une contrainte remarquable. Grâce à cette double observation, vous savez que les ondes gravitationnelles voyagent exactement à la même vitesse que la lumière, avec une précision de 10 puissance moins 16, 0,00001. Donc toutes vos théories de la gravitation qui vous prédisent que les ondes gravitationnelles voyagent à une autre vitesse que celle de la lumière, vous pouvez les mettre à la poubelle. Il en reste encore d'autres, des théories alternatives, mais ça, c'était une contrainte remarquable
qui a permis de faire des avancées sur les théories de la gravitation. Et peut-être la chose la plus importante, au moins symboliquement, c'est que cet événement, c'est littéralement l'avènement, le début de l'astronomie multimessager dont on nous a parlé pendant si longtemps. Puisque là, on a vraiment toute une batterie de messagers, hein, les ondes gravitationnelles, les rayons gamma, les rayons X, UV, optique, infrarouge, radio. Il nous manque que les neutrinos. On pense qu'on n'a pas vu de neutrinos parce que l'axe de direction privilégiée d'émission était trop décalé par rapport à l'axe de visée. Mais si on avait eu plus de chance et que l'orientation avait été plus favorable, on aurait vraisemblablement vu des neutrinos aussi. On aurait tout vu sauf des météorites. On ne pense pas qu'il y ait des météorites qui sont émises dans ce genre d'événement. Ok, combien de temps il me reste? Plus beaucoup. Alors, je vais passer à la dernière partie de l'exposé, qui va être un peu de la prospective. On a déjà fait des choses, comme vous l'avez vu, remarquables, vraiment de très 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 belle science, grâce à juste quelques détections non gravitationnelles. Mais ça, c'est que le début. Il faut que vous ayez conscience du fait que si, pour l'instant, on voit quelques événements par an, ouais, plus ou moins, d'ici quelques années, ça va être un événement par jour. Ça va être plusieurs centaines d'événements par an qu'on va voir. Pourquoi? Parce qu'on a tout un réseau de détecteurs non gravitationnels en cours de construction, systématiquement en cours d'amélioration. Donc on a nos deux détecteurs aux États-Unis ici, on a deux détecteurs en Europe, dont un qui est trop petit pour faire vraiment de la science, mais qui nous permet de développer de nouvelles technologies. Donc il y a Virgo ici qui a commencé à faire des observations. Les Japonais sont en train de construire un détecteur tout aussi sensible sous une montagne. Il devrait être opérationnel d'ici quelques années. Et il y a le projet d'envoyer un troisième détecteur américain en Inde. Pourquoi en Inde? Parce que c'est une position tout à fait complémentaire à la surface de la Terre qui nous permet d'avoir une bien meilleure localisation dans le ciel de l'origine des événements. Donc grâce à l'amélioration de la sensibilité de ces détecteurs, d'ici 2020, 2021, 2022, on devrait voir, a priori, plusieurs centaines d'événements par an. Donc pour l'instant, on est super excité chaque fois qu'on voit une onde gravitationnelle, mais je vous assure que pour la 32e édition du Festival de Florence, on sera blasé, quoi. Les ondes gravitationnelles, on aura l'habitude. Alors on ne se contente pas de la science d'aujourd'hui, évidemment, on pense toujours à ce qu'on pourra faire demain, et il y a des projets de détecteurs dits de troisième génération, encore plus sensibles, plus haut, plus vite, plus fort. Enfin, pour les ondes gravitationnelles, c'est plus grand, plus en profondeur, plus sensible, comme l'Einstein Telescope, qui est à l'étude par la Commission européenne. Donc ça, c'est très beau, mais ce qui me paraît encore plus intéressant, c'est véritablement d'ouvrir une nouvelle fenêtre d'ondes gravitationnelles en allant dans l'espace. Si vous allez dans l'espace, vous avez accès à des ondes gravitationnelles dont la fréquence est potentiellement très différente de celle qu'on peut voir sur Terre. Là, ça devient vraiment intéressant. Vous avez un projet de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle LISA, qui a été officiellement sélectionné, donc qui n'est plus juste un projet, c'est quelque chose qui va se faire. LISA devrait être lancé, si on a de la chance, à l'environ 2030, au pire, normalement, 2034. Donc ce n'est pas demain, mais on n'est pas si loin que ça, hein. On parle d'une dizaine d'années ou un peu plus. Et LISA, essentiellement, c'est un détecteur non gravitationnel interférométrique, comme sur Terre, mais dans l'espace, avec des bras, cette fois-ci, qui font pas 3 ou 4 km, mais 2,5 millions de kilomètres. Donc ça, c'est vraiment chouette, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est envoyer des faisceaux laser dans l'espace. Donc c'est un peu la guerre des étoiles. Et grâce à votre détecteur non gravitationnel dans l'espace, donc il va tourner sur une orbite, la même orbite que la Terre autour du Soleil, mais décalée de quelques dizaines de degrés, eh bien, on va pouvoir voir d'autres sources non gravitationnelles. LISA sera sensible à bien plus basse fréquence, typiquement autour du millihertz, le millième d'oscillation par seconde, et donc sera sensible à des sources non gravitationnelles beaucoup plus massives. On parle par exemple de trous noirs supermassifs. Alors voilà le genre de choses que LISA pourra voir ou écouter. LISA va pouvoir écouter une symphonie cosmique, au sens où elle va pouvoir écouter un mélange de signaux dont les structures sont très différentes. Alors d'abord, vous avez le diapason. C'est deux naines blanches qui tournent l'une autour de l'autre et qui vous émettent un signal dit monochromatique, donc toujours à la même fréquence. Donc ça, c'est un peu ennuyeux comme musique.
mais on peut faire beaucoup de sciences très intéressantes avec. En gros, on peut cartographier tous les couples, enfin une grande partie des couples de naines blanches dans notre galaxie. Après, vous avez des choses que je trouve plus impressionnantes, c'est de détecter les ondes gravitationnelles émises par des couples de trous noirs supermassifs. Ça veut dire que là, on parle de trous noirs dont les masses, ce n'est pas 30 masses solaires, c'est plutôt entre quelques millions et quelques centaines de millions de fois la masse du Soleil. Est-ce qu'ils existent, ceux-là? Bah oui, on sait déjà. On sait supermassif, en réalité, il y en a un au cœur de chaque galaxie comme la Voie lactée. Notre propre galaxie, la Voie lactée, on sait qu'il y a un trou noir supermassif de 4 millions de masses solaires au centre. C'est vrai pour toutes les autres galaxies. Et on sait que ces galaxies, au cours de l'histoire cosmique, elles fusionnent, et on s'attend à ce que les trous noirs qui sont au centre de chacune de ces galaxies finissent également par fusionner, en tout cas spiraler et émettre des ondes gravitationnelles et fusionner. Et si c'est bel et bien le cas, LISA les verra, elle les verra tous. Vous voyez que la forme de l'onde gravitationnelle ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà vu. Ce n'est pas surprenant, la seule chose qui change, en gros, c'est l'amplitude, beaucoup plus grande, parce qu'on parle de masse beaucoup plus grande, et la fréquence, mais la forme globale est la même. Ma source favorite, c'est ce qu'on appelle les systèmes binaires à rapport de masse extrême. C'est quand vous avez une étoile à neutrons ou un trou noir de masse stellaire qui tourne autour d'un trou noir supermassif. Et dans ce cas, vous avez une émission d'ondes extrêmement riche, avec beaucoup de structures. Là, ça commence à ressembler à de la musique. Mais c'est très compliqué de déterminer la forme des ondes gravitationnelles émises par ces sources. Mais si on arrive à le faire, je vais en parler un petit peu plus par la suite, on va pouvoir faire beaucoup de sciences très intéressantes. Et des choses un peu plus spéculatives, c'est éventuellement des ondes gravitationnelles qui auraient pu être émises une fraction de seconde après le Big Bang, par divers mécanismes physiques toujours assez spéculatifs. Et si ça a bel et bien eu lieu, LISA, potentiellement, pourra mesurer des ondes gravitationnelles dites primordiales, qui pourraient donc nous renseigner sur les conditions physiques qui régissaient notre univers juste après le Big Bang. Et ça serait des informations extrêmement précieuses, parce que pour la lumière, on ne peut pas remonter à plus que, en gros, 380 000 ans après le Big Bang. Mais avec les ondes gravitationnelles, on peut remonter beaucoup plus loin et s'approcher du Big Bang. Je vais sauter ça, parce que j'ai plus beaucoup de temps, et je vais vous parler des systèmes binaires à rapport de masse extrême. Alors pour ça, je vais faire une petite analogie que j'aime bien. Je vais faire un petit détour par la géodésie. En quoi consiste la géodésie? C'est la science dont l'étude est la forme de la Terre. Étymologiquement. Comment est-ce qu'on fait de la géodésie? Comment est-ce qu'on mesure la forme de la Terre? Une chose que vous pouvez faire, c'est envoyer des satellites dans l'espace. Et quand vous avez des satellites comme ça qui tournent autour de la Terre, eh bien, vous pouvez suivre le mouvement des satellites, et le mouvement de ces satellites dépend du champ de gravité de la courbure de l'espace-temps créée par la Terre, et des détails de ce champ de gravité. Et donc, en analysant finement le mouvement des satellites, vous pouvez remonter à la forme de la Terre, puisque la distribution de la masse de la Terre va être directement reliée à la structure du champ gravitationnel, source du mouvement du satellite. OK? Ça, c'est la géodésie. Eh bien, grâce au binaire à rapport de masse extrême, on va pouvoir faire exactement la même chose. Qu'est-ce qui joue le rôle du satellite artificiel? C'est le trou noir de masse stellaire ou l'étoile à neutrons, 1,5 fois la masse du Soleil ou 10 fois la masse du Soleil. Qu'est-ce qui joue le rôle de la Terre? Le trou noir supermassif au centre d'une galaxie, 10 puissance 6 masses solaires ou 100 millions de masses solaires. Et le mouvement de ce petit corps autour de ce gros corps va être extrêmement complexe. C'est beaucoup plus compliqué que juste la Lune qui tourne autour de la Terre. Vous voyez ici une réalisation d'orbite, ça va vraiment dans tous les sens. Et ce système émet des ondes gravitationnelles. Vous détectez les ondes gravitationnelles grâce à LISA. Ces ondes gravitationnelles encodent de l'information sur le mouvement orbital du petit corps autour du gros. Et tout comme avec la géodésie, ça vous permet de remonter à la forme de la Terre, eh bien, grâce à ces systèmes, on va pouvoir faire de la botrioméladésie. C'est-à-dire la science dont l'objet d'étude est la mesure de la forme des trous noirs. Et la botrioméladésie va nous permettre de tester une prédiction tout à fait fondamentale de la théorie de la relativité générale, c'est ce qu'on appelle le théorème de calvitie des trous noirs. Les trous noirs n'ont pas de cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un trou noir, c'est un objet extrêmement simple. Un trou noir, d'après la théorie de la relativité générale, c'est caractérisé par deux nombres. Sa masse et ce qu'on appelle son spin, qui est relié à la vitesse à laquelle le trou noir tourne sur lui-même. Éventuellement également la charge électrique, mais ça, ce n'est pas du tout pertinent en astrophysique. Ça, c'est tout à fait extraordinaire comme prédiction, parce que les objets macroscopiques comme les trous noirs, a priori, on pourrait croire qu'ils sont
caractérisée par un très grand nombre de, on dit, degrés de liberté. Une étoile, par exemple, il vous faut bien plus que sa masse et son spin pour pouvoir la comprendre. Une étoile, c'est fait d'un nombre considérable de particules élémentaires, chacune d'entre elles ayant sa propre vitesse, position. C'est comme si moi, je suis un objet macroscopique et que si je vous dis, je ne sais pas moi, ma marque de dentifrice et mon poids, vous pouvez en déduire tout ce qu'il y a à savoir à mon sujet. Ce n'est pas possible. Les objets macroscopiques sont beaucoup trop compliqués. Eh bien, les trous noirs ne sont pas comme ça. De manière tout à fait remarquable, les trous noirs sont des objets macroscopiques extrêmement simples, les plus simples qui soient. Si vous connaissez la masse et le spin d'un trou noir, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur un trou noir, d'après la théorie de la relativité générale. Eh bien, grâce à la Bautrieu-Méladésie, on va pouvoir tester ce théorème de Calvici. Pour finir, je voudrais vous mentionner que, tout comme on est capable de faire des observations, de voir l'univers avec de la lumière visible, des ondes radio, infrarouges, ultraviolets, des rayons X, des rayons gamma, bref, dans tout le spectre électromagnétique, avec plein de fréquences, eh bien, avec des détecteurs sur Terre comme LIGO et un détecteur dans l'espace comme LISA, on va également pouvoir faire de l'astronomie dite multibande, de l'astronomie gravitationnelle multibande. Alors, les détails de ce schéma ne sont pas très importants. L'idée, c'est la suivante. Si LISA volait depuis déjà 2 ou 3 ans, eh bien, LISA aurait vu le premier couple de trous noirs qu'on a détecté. Vous vous souvenez, les 29 et 36 masses solaires qui ont fusionné pour faire un trou noir de 62 masses solaires. LISA aurait vu cette source d'onde gravitationnelle 2 ans, en gros, avant que la fusion n'ait lieu. Et LISA aurait pu vous prédire, en gros à la seconde près, et extrêmement précisément, où regarder dans le ciel et à quel moment. Et là, les détecteurs gravitationnels terrestres auraient été prêts pour voir l'événement. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous pouvez vraiment anticiper, suivre l'évolution d'un système physique comme ça au cours du temps et anticiper ce qui va se passer par la suite et pouvoir dire à vos collègues, regardez là-bas, à ce moment-là, vous verrez quelque chose de remarquable. Et donc, étudier beaucoup plus en détail, finalement, ces systèmes extraordinaires. Alors, pour terminer, je voudrais essayer d'imaginer ce à quoi on peut s'attendre dans l'avenir grâce à l'astronomie gravitationnelle. C'est toujours un exercice assez délicat d'essayer de prédire l'avenir. On se trompe souvent. Donc je pense qu'il est sage de se tourner vers le passé pour essayer d'en tirer quelques leçons. Et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé en astronomie au cours des siècles derniers, eh bien ce qu'on a constaté, c'est que chaque fois qu'on a commencé à observer l'univers avec un nouveau messager, un nouveau vecteur d'information, on a fait des découvertes inattendues. Alors, ça commence historiquement avec Galilée, qui tourne sa lunette en 1609 vers la Lune et découvre les cratères lunaires. Ce qui remet, comme on l'a déjà entendu au cours de ce festival, plusieurs fois, entièrement en question le dogme d'un monde sublunaire imparfait, et d'un monde supralunaire éternel, puisque la Lune elle-même est imparfaite. Elle semble être faite de montagnes, tout comme la Terre. L'année suivante, il découvre les satellites dits galiléens, en tournant sa lunette vers Jupiter. Et donc, là encore, c'est une découverte fondamentale qui est véritablement à l'origine de tout un tas de développements astronomiques et qui a véritablement changé le paradigme scientifique, le début de la science. Donc, c'était des découvertes inattendues. Un nouveau vecteur d'information, les rayons cosmiques, qu'on commence à détecter dès 1912. Eh bien, quelques décennies après, on ne s'y attendait pas, mais dans ces rayons cosmiques, on a trouvé une nouvelle particule élémentaire, le muon. Personne n'avait prédit l'existence des muons. On commence à observer l'univers à l'aide du rayonnement radio au cours des années 30. Eh bien, en 1964, Penzias et Wilson reçoivent le prix Nobel, enfin, ils reçoivent le prix Nobel plus tard, mais ils font une découverte qui leur vaudra l'attribution du prix Nobel, à savoir la découverte du fond diffus cosmologique, la première image, en un sens, de notre univers. En 1967, Jocelyn Bell mesure, grâce aux ondes radio, des émissions périodiques qu'on appellera pulsars, qu'on sait désormais être des étoiles à neutrons en rotation rapide sur elles-mêmes dont on reçoit le rayonnement radio. Et cette découverte vaudra à son directeur de thèse l'attribution du prix Nobel de physique. Ensuite, il y a les rayons X, qu'on commence à observer en 1948. Eh bien, 1962, on se rend compte qu'il y a des trous noirs de masse stellaire
qui mangent de la matière de leur étoile compagnon, qui les dévore littéralement. Cannibalisme stellaire, c'est les systèmes binaires X. 1961, on a des observations grâce au rayonnement gamma de notre univers. Qu'est-ce qu'on découvre? Les sursauts gamma. J'ai mentionné un type de sursaut gamma, les sursauts gamma courts, en 1967. On sait désormais que ces sursauts gamma courts sont en fait le fruit de la fusion de deux étoiles à neutrons. Plus récemment, bon, dans l'espace, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, donc j'ai le droit de mettre notre galaxie comme ça. Qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert deux gigantesques bulles comme ça, de rayonnement gamma, qui sont en fait, on pense, les témoins d'une émission passée du trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Là encore, tout ça, ce sont des découvertes inattendues. Personne n'avait pensé à ça. Donc vous voyez où je vais en venir. Bon, je saute les neutrinos, c'est pareil. Ouverture de l'astronomie gravitationnelle en 2015. On a vu des choses auxquelles on s'attendait, mais évidemment qu'on va voir des choses auxquelles on ne s'attend pas demain, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'avenir nous réserve de nombreuses surprises en perspective. Et sur ce, bien, je vous remercie de votre attention et je vous laisse avec un peu de lecture, si ça vous intéresse.